Vous avez une musique qui monte, si j'ose dire, des prises de parole d'invités présentés comme des experts qui considèrent qu'Israël est le pays agresseur alors que l'Iran est un régime islamique où des femmes sont exécutées, pendues, qui se dirigent vers l'arme nucléaire. Dans les personnalités qui sont invitées très régulièrement du service public, il y a Agnès Levallois qui est présentée comme enseignante à Sciences Po Paris. Alors qu'elle dit ce qu'elle pense, c'est sa liberté d'expression bien évidemment, mais c'est essentiel de savoir d'où elle parle, qui elle est. Le 29 octobre 2023, sur France Inter, elle parlait du Hamas, qui a tué plus de 1200 personnes en Israël avec les attaques terroristes, comme un mouvement de résistance. Écoutez ce que disait Agnès Levallois. Les chrétiens sont là, beaucoup sont partis justement aussi face à l'islamisation du mouvement de résistance du Hamas et l'importance du Hamas. Mouvement de résistance du Hamas, voilà ce qu'elle disait. Et elle le redisait, toujours en novembre 2023, cette fois sur LCI. Écoutez-la. Daesh avait un projet effectivement de califat. Le Hamas est un mouvement de résistance palestinien. Il faut remettre la question du Hamas dans son contexte historique. Le Hamas, ça n'est pas les attentats du 11 septembre et ça n'est pas Daesh. Moi, je répète toujours la même chose. Ça ne me gêne pas que les uns et les autres puissent s'exprimer. Ce qui est ennuyeux, et on l'avait vu dans l'affaire Quelle Époque, il y a quelques semaines, c'est qu'on ne donne pas l'information aux téléspectateurs d'où elle parle. Alors c'est quand même ennuyeux que cette dame qui intervient à Sciences Po à l'ENA soit une sorte de... Je ne veux pas utiliser le mot porte-parole du Hamas, mais en tout cas qu'elle reprenne pour le moins la phraséologie du Hamas. C'est la grande experte invitée du service public et la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, avait aussi déclaré que le Hamas était un mouvement de résistance. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel. Bon, et Madame Levallois a dit la même chose que Madame Obono. C'est quand même très ennuyeux, parce que dire que le Hamas est un mouvement de résistance, ça légitime forcément l'action du Hamas. La résistance, bien dire ce que ça veut dire. Vous résistez à... En fait, c'est toute une logique dans ces cas-là. On considère que l'Israël est un État colonisateur, que Israël n'a pas à être présent là où il est, que le Hamas résiste et qu'il est légitime de entrer en conflit avec Israël. Bon, voilà, c'est ça la logique. Écoutez ce que disait Maude Bréjon, députée Ensemble pour la République. Elle a été invitée de Romain Desarbres ce matin sur CNews et Europe 1. La position de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de ses sbires à l'Assemblée nationale vis-à-vis du régime des Mollahs depuis quelques jours est, au fond, comme d'habitude, profondément choquante et en même temps absolument pas étonnante. Leur haine d'Israël les amène aujourd'hui à se muer en défenseurs du régime des Mollahs, premier avocat du régime des Mollahs en France. Ça ne m'étonne pas, si vous voulez. La France Insoumise est dans une stratégie électorale qui vise à attiser la haine à l'encontre d'Israël pour satisfaire ses propres ambitions. Ils sont motivés par l'antisémitisme ? Ils sont motivés par... En tout cas, ils soufflent sur les braises de l'antisémitisme, pensant que ça va leur ouvrir, c'est extrêmement cynique, mais je le dis volontairement comme ça, pensant que ça va leur ouvrir des parts de marché électorales. Voilà ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon dénigre le roi Dagobert qui mettait sa culotte à l'envers lors d'une conférence sur la situation géopolitique au Proche-Orient mercredi. Jean-Luc Mélenchon a assuré que les pays arabes étaient plus avancés que les Francs au Moyen-Âge. Alors on va vérifier ça auprès de Virginie Giraud, que je salue, qui est notre experte. Bonjour chère Virginie. Bonjour Pascal. Notre experte en matière d'histoire, qu'on peut écouter évidemment tous les week-ends, samedi, dimanche. Mais écoutons d'abord ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur le roi Dagobert. La longue histoire, c'est pas que pour nous. Les Français, là, avec je sais pas quoi, là, le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, bon, les autres, ils la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Donc, bon, disons qu'il y avait une différence de niveau. Alors, ils s'en souviennent, hein, ils s'en souviennent. Et chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des commentaires de fachos qui mettent « Ah, Mélenchon vient encore nous dire que c'est l'Orient qui nous a instruits. » Bah oui, je le dis pas parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est un fait. Et s'il n'y avait pas eu, Saladin, s'il n'y avait pas eu tout ça, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait. Et qui vous a appris comment on faisait des vitraux. Et qui vous a appris les maths. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Bon, c'est quand même très étrange parce qu'on pourrait parler de la culture grecque aussi, les mathématiques. Je me souviens que Pythagore, a priori, est avant la civilisation arabe, me semble-t-il. Mais bon, vous allez pouvoir me dire cela mieux que moi.
Le problème, c'est que vous avez vu, si on contre-argumente, on est directement un facho. Donc, c'est une façon formidable de mettre fin au débat. Néanmoins, je suis historienne et il faut bien rétablir quelques événements. Alors, déjà, c'est un coup bas. Le fait de sortir le roi Dagobert, super punchline, mais c'est un coup bas. Et la chanson date des prémices de la Révolution française. Elle est composée en 1787 sur un vieil air et elle s'attaque en réalité à Louis XVI. C'est une manière de montrer que c'est un roi faible qui descend de rois eux-mêmes faibles, puisqu'on est dans un moment de détestation de la monarchie. En ce qui concerne les vitraux, les cathédrales, Saladin y est pour rien. Je suis désolée, l'art de bâtir des cathédrales, la stéréotomie à la française, l'art de tailler les pierres, ça vient du nord de la France. Et le premier à faire bâtir une cathédrale, c'est l'abbé Sugère, l'abbé de Saint-Denis, qui va donner naissance par son impulsion à l'art gothique, qui est bien français. Mais alors, qui est ce Saladin dont parle Monsieur Mélenchon et quelle part lui donne-t-il dans l'histoire du monde ? Saladin, c'est un grand conquérant du monde arabe. Il a participé aux croisades, il a connu personnellement Richard Cœur de Lion, donc c'est un héros du monde arabe, c'est vrai, et c'est un grand conquérant qu'on pourrait mettre en regard avec nos grands conquérants occidentaux. Ça, c'est vrai. C'est l'ancien sultan d'Égypte. Voilà. Mais en quoi serait-il responsable des cathédrales ? Pourquoi c'est rien, c'est de la punchline. C'est tout à fait faux. De même que les mathématiques, l'histoire des mathématiques, elle est très longue et elle commence dans le monde sumérien au moment de l'invention de l'écriture. Vous savez pourquoi on invente l'écriture et les maths ? Pour les impôts. Le zéro, d'où vient-il ? Il vient des Indes. Donc, effectivement, le monde arabe, entre le 9e et le 12e siècle, a fait avancer un peu les mathématiques en termes d'algèbre notamment, mais les grandes découvertes mathématiques ne viennent pas particulièrement du monde arabe. Et ce qu'on confond en réalité, c'est que les centres culturels arabes, comme Damas, comme Cordoue, étaient des conservatoires de la culture antique. Ils ont conservé plus qu'ils n'ont inventé. Par exemple, j'ai entendu dire pareil dans les fake news, le monde arabe a inventé l'opération de la cataracte. Non, c'est l'Égypte antique, elle était déjà pratiquée dans la Rome antique, et les Arabes ont conservé ces méthodes qui avaient été perdues et oubliées en Europe pendant un certain temps. Bon merci beaucoup Virginie Giraud, vous êtes toujours extrêmement précise et c'est toujours un bonheur de vous écouter. Merci beaucoup chère Virginie. J'aurais voulu être avec vous, mais je suis à la chapelle expiatoire où on prépare un épisode de Cœur de l'Histoire. Elle est où la chapelle expiatoire ? En plein cœur de Paris, dans le 8e arrondissement. C'est un monument sublime, très calme, ça vous plairait beaucoup. Elle a été érigée en l'honneur de Louis XVI et de Marie-Antoinette au moment de la Restauration. Et c'est un petit écrin de verdure au milieu du 8e. Alors ça, et dans quel précisément parce que je ne connais pas ce monument. Elle est dans quelle rue ? C'est dans un square, rue Pasquier, c'est à côté du Printemps et des Galeries Lafayette. Oui, intéressant. Lafayette qui effectivement avait conquis, comme vous le savez, l'Amérique et qui amusait souvent la galerie. D'où les Galeries Lafayette. Franchement. Vous avez des bonnes punchlines. D'où après, évidemment, ce nom qu'il avait inventé. Bon, merci Virginie. Merci Pascal, merci à tous. C'est le square Louis XVI. Le square Louis XVI, oui. Ah bah. Ah oui.